It's fine. J'espère que ça va marcher. I first of all want to Je voudrais tout d'abord make my congratulations féliciter for the 10th anniversary of OrthoPartner. OrthoPartner pour son 10e Great anniversaire. company of a great C'est une man. super société d'un Charlie, super thank you for homme. all Charlie, merci you beaucoup. doing for ortho. Merci de tout ce que vous And faites thank pour you for the l'orthodontie invitation. et merci I'm pour very l'invitation glad à to be prendre la parole here in aujourd'hui. the Je suis New absolument York ravie d'être University. ici aujourd'hui à I skip l'Université de New York. my Bon, je vous fais curriculum grâce and de just mon CV to let et simplement pour someone that que, doesn't know that I'm from Bari, si vous from ne the le south of savez pas, Italy, je voudrais from vous dire que je viens Puglia, de Bari, des Pouilles, a du very sud de nice l'Italie, region qui est une région in the absolument very south of magnifique, Italy, tout à fait en bas du talon de la botte italienne, au those sud-est. are some of my Voilà clinics where quelques I images do de notre ortho. cabinet dans lequel nous I faisons can de say I'm the l'orthodontie. consultant of all my clinics. Et je suis le consultant en fait dans tous les That's cabinets dans lesquels je my travaille. life. Et A voilà, mix ça of c'est un petit clinic peu un résumé de and ma vie, donc un university, mix de together with travail different sur le plan clinique, university mais around the également world. universitaire. And that gives me J'enseigne the dans de très chance nombreuses to travel universités dans le around monde the entier, world, ce qui évidemment me donne la chance de voyager pas having mal. the chance to meet very nice people. Et j'y rencontre des gens formidables. Let's try Alors to maintenant, je voudrais vous focus on parler this un petit new peu this de theme, this subject. ce sujet. The sleep apnea, the sleep L'apnée du apnea, the sommeil. obstructive sleep L'apnée apnea syndrome. obstructive, It's le a syndrome disorder d'apnée of obstructive breathing du during sommeil, c'est en sleep, fait une characterized by pathologie prolonged de la partial respiration pendant le upper sommeil airways qui se obstruction caractérise and par des or obstructions des voies intermittent supérieures oblique partielles, obstruction hypopnée, ou that complète, disrupts apnée, normal ventilation qui during sleep. jette le trouble dans la The ventilation qui se produit normalement Ministry pendant of le Health sommeil. of Le Italy ministère de la Santé italien have given a role to dentists to a recognize demandé aux any dentistes signs and de symptoms diagnostiquer within les its signes et les symptômes dans le cadre de leurs compétences qui pourraient être attribués au ronflement ou au syndrome de l'apnée obstructive pendant le sommeil à un âge de développement. Ce qui veut dire que parfois, les politiques vont plus vite que les cliniciens et qu'ils attirent l'attention de l'importance des dentistes et particulièrement des orthodontistes. Ce qui signifie que nous avons un rôle à jouer pour suivre des patients qui sont en cours de développement et chez lesquels on a une suspicion de ronflement ou de syndrome de l'apnée obstructive du sommeil. Et dans ce cas, il faut mettre en place une approche multidisciplinaire. La prévalence de ce syndrome s'oriente autour de deux pics. Le premier pic se produit chez les enfants entre les âges de 2 et 8 ans, suite à la présence d'amygdales volumineuses. Le deuxième pic se produit pendant l'adolescence, souvent en relation avec une prise de poids. Et nous, en tant qu'orthodontistes, c'est un âge auquel nous suivons souvent les jeunes patients. Et donc, c'est à nous de constater une éventuelle présence de symptômes évocateurs d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a des pathologies qui sont plus fréquemment associées avec l'apnée du sommeil, comme par exemple la présence d'une petite mandibule, l'obésité, également à différents niveaux. Le problème d'une mandibule étroite, ça peut être un facteur favorisant l'apnée du sommeil. Comme le montre cet article, on a différentes structures anatomiques qui sont impliquées et on a une nouvelle approche concernant le traitement de l'apnée du sommeil et des traitements de choix sans tenir compte des causes sous-jacentes. Donc on a tout d'abord les mécanismes pathogéniques qui pourraient aujourd'hui présenter une voie d'avenir et sur lesquels nous devons travailler. Le traitement est multidisciplinaire et il inclut les différentes approches, les modifications de l'hygiène de vie, perte de poids chez les patients obèses, agents pharmacologiques tels que corticoïdes nasales topiques, antibiotiques décongestionnants, la tonsillectomie, et les systèmes de CPAP, de pression positive, et enfin les traitements orthodontiques, comme l'expansion palatine rapide, les systèmes d'éducation fonctionnelle et les dispositifs d'avancement mandibulaire. Tous peuvent être utilisés. Concernant le traitement myofonctionnel,
Ils réduisent la somnolence durant la journée et peuvent améliorer la qualité du sommeil à court terme. Nous devons nous concentrer sur ces possibilités parce que on a une certitude de preuves scientifiques qui va de très basse du fait qu'on n'a pas suffisamment d'études en aveugle avec des issues subjectives et moyennes. Alors pour ce qui est de l'expansion palatine rapide, elle augmente le diamètre transversal du maxillaire, et ça on le sait tous. Elle augmente l'espace volumétrique des cavités nasales. Elle diminue la résistance nasale. Elle facilite le passage de l'air dans le nez. Elle permet de remonter la langue et de modifier la posture de la langue vers le haut. Elle élargit les voies aériennes pharyngées et enfin elle réduit l'hypertrophie des amygdales relatives. Il y a différents papiers là-dessus d'ailleurs. Et la probabilité qu'un individu souffrant de ce syndrome présente une diminution du volume du palais avec une augmentation de la taille de la langue augmente avec les apnées du sommeil. Nous avons là un article qui, à l'origine, disait que l'expansion bimaxillaire peut être une option de traitement pour améliorer les schémas respiratoires et les paramètres respiratoires chez des enfants souffrant de pathologies liées à une difficulté respiratoire pendant le sommeil. Ici, nous avons un papier que nous avons publié en 2021. C'est une nouvelle façon de réaliser une expansion par disjonction en mesurant justement la quantité d'expansion que l'on souhaite obtenir avec un dispositif qui ne contient pas de métal et qui est très bien accepté par les enfants, par les patients. Je vous propose de passer maintenant à tous les dispositifs d'avancée mandibulaire qui permettent de repositionner la langue, en plus d'avancer la mandibule et d'élargir les voies aériennes pharyngées. Il y a différents papiers qui sont en faveur de cette façon de traiter les patients, en particulier celui-ci du Dr Makoto Kikuchi, qui propose une hypothèse selon laquelle la pression négative produite dans la poitrine empêche la croissance de la mandibule, même si les patients ont encore une capacité de croissance et de développement. Il en ressort que si cette pression négative disparaît du fait de l'élimination des amygdales ou des végétations ou par un traitement orthodontique qui permet de restaurer la perméabilité des voies aériennes, la mandibule va reprendre probablement une croissance normale et que l'on va pouvoir réduire le nombre de personnes qui vont développer un syndrome d'apnée obstructive du sommeil à l'avenir. Les dispositifs fonctionnels semblent stimuler la croissance mandibulaire en avançant la mandibule et sont une bonne alternative thérapeutique pour le traitement de ce syndrome. Et le Twin Block semble être une excellente option qui pourrait être efficace pour le traitement des syndromes d'apnée du sommeil obstructive pédiatrique. Maintenant, si au-delà de tout cela, on se concentre sur la littérature Cochrane, on voit que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques en faveur de l'efficacité de ces dispositifs oraux et de ces dispositifs d'éducation orthopédique fonctionnelle pour le traitement du syndrome de l'apnée obstructive du sommeil chez l'enfant. Ce qui signifie, en d'autres termes, qu'on va encore devoir faire de la recherche pour trouver d'autres dispositifs oraux et orthopédiques qui pourraient être un auxiliaire pour le traitement des enfants souffrant d'anomalies crânio-faciales qui sont tout autant de facteurs de risque d'apnée. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est à nous, en tant qu'orthodontistes, à faire un travail sur des cas spécifiques qui ont besoin d'un traitement orthodontique en prenant en considération les aspects médicaux. Il y a à l'heure actuelle une discussion dans le American Journal et le European Journal of Orthodontics, et en particulier ce papier très spécialisé qui nous rappelle qu'on ne peut pas ne pas informer le public et les familles en leur disant que les enfants vont développer ce syndrome sans qu'on puisse en faire. On peut faire quelque chose et on peut travailler dans ce sens. Kevin O'Brien dit que le syndrome est plus qu'une maladie anatomique qui peut être modifiée en changeant la forme, la taille ou la position du complexe dentofacial.
Il existe différentes formations, différentes situations à affronter. En tant qu'orthodontiste, je suggère que l'on fasse la chose suivante. On sait tous que les malocclusions de classe 2 sont en fait un mélange, une association des différents problèmes qui affectent le maxillaire, la mandibule, donc les protrusions de maxillaire, mais également des problèmes d'ordre vertical. Il y a différentes malocclusions de classe 2, différentes classes, qui peuvent être donc traitées de différentes manières. Et il faut prendre la classe 2 sagittale classique, avérée, vraie, et penser aussi à la composante verticale. Cependant, on croit qu'il y a 3 concepts. L'hypothèse de la matrice fonctionnelle, le saut de l'occlusion, le jump et l'os alvéolaire. Et je vous propose de nous concentrer quelques instants sur ces 3 sujets. Nous savons que Eddington a introduit l'hypothèse de la matrice fonctionnelle pour laquelle on peut travailler sur les arcades et sur la langue. Et si on applique l'hypothèse de la matrice fonctionnelle, on pourra non seulement gérer la croissance de la mandibule, mais également le squelette crânio-facial en le prenant dans son ensemble. Il faut accorder suffisamment d'importance à la langue parce que nous savons que la langue joue un rôle important. Faute de quoi, on ne sera pas en mesure de traiter un patient comme celui-ci, par exemple. Il faut qu'on puisse contrôler la langue de la meilleure manière possible et nous aimons beaucoup ce type d'appareil qui va contrôler les muscles à l'extérieur et à l'intérieur des arcades. Lorsque la croissance mandibulaire pousse la mandibule vers l'avant, si on ne fait rien, l'occlusion va mettre en place un système de force qui va maintenir la classe 2 en avançant les dents supérieures vers l'avant et en distalisant les dents inférieures. Donc il faut faire ce qu'on appelle un jump, c'est-à-dire qu'on va sauter l'occlusion. Et on va faire un travail fonctionnel et après on aura obtenu une nouvelle position de la mandibule avec une nouvelle proprioception qu'il va ensuite falloir conserver en utilisant des dispositifs de contention fixes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire avec des aligneurs. C'est la raison pour laquelle nous aimons beaucoup les appareils fonctionnels pendant la première partie du traitement. Et ensuite, la nouvelle proprioception, on va pouvoir la conserver avec des contentions fixes qui vont nous permettre de fixer et de stabiliser la classe 1 que nous avons obtenue. Après avoir obtenu une classe 1, il y aura ce qu'on appelle de la position dentaire et on va obtenir une nouvelle occlusion stable. Mais qu'est-ce que nous connaissons le moins bien pour ce qui est du développement crânio-facial? En fait, on connaît mal l'évolution humaine, donc je vous propose de jeter un coup d'œil à l'évolution humaine, et en particulier tout ce qui concerne la parole, la phonation. Il y a une théorie du développement populaire concernant le larynx qui a été proposée pour la première fois dans les années 60, selon laquelle une déviation évolutionnaire de la structure de la gorge a permis justement aux humains modernes de parler. Le larynx humain est beaucoup plus bas par rapport aux vertèbres cervicales que celui de nos ancêtres ou des autres primates qui nous ont précédés. La descente du larynx a en fait tiré sur nos cordes vocales et a permis aux êtres humains modernes de fabriquer ces sons, ces voyelles qui sont les phonèmes de base du langage. Damien Blassi et Steven Moran de l'Université de Zurich affirment que les sons de la parole, les sons que nous utilisons, ne sont pas forcément restés les mêmes depuis que notre espèce a vu le jour, mais la diversité des sons que nous pouvons émettre et que nous constatons aujourd'hui est en fait le produit d'une combinaison complexe de facteurs dont les modifications biologiques font partie. Nous avons par exemple ici cette descente du larynx qui nous donne la possibilité de parler, d'émettre des sons. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que c'est en fait de là que part tout le problème du ronflement. Et pour résoudre le problème du ronflement, en partant de la position du larynx, qui se trouve plus en arrière que celui du singe,
Nous, du coup, pouvons trouver de très bonnes solutions qui sont les dispositifs fonctionnels. Et ce qui est important, c'est de trouver le bon dispositif fonctionnel qui va marcher pour une occlusion particulière. Alors, il faut savoir comment il fonctionne, quels sont les effets que pour l'instant nous ne sommes pas informés, que nous ne connaissons pas, quel est le bon design, la bonne conception, quelles sont les bonnes applications. Et parfois, il arrive que quelqu'un nous dise « Ah non, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Est-ce que ça marche ?» Et si nous partons de l'expansion palatine rapide, nous savons tous que oui, ça marche. Le fait de remonter la langue, d'élargir les voies aériennes pharyngées et de réduire l'hypertrophie amygdalienne, personne ne pourra dire que ça ne marche pas. Mais qu'en est-il de l'avancée mandibulaire? Les études histologiques chez l'animal ont montré que l'os temporel de la fosse glénoïde s'adapte à la fonction protrusive à travers une inversion du schéma de croissance normale avec une formation de l'os autour de la marge antérieure et une résorption osseuse le long de la marge postérieure, ici. Est-ce que ça marche? L'efficacité des dispositifs fonctionnels est due principalement à la correction précoce de l'occlusion et de la réduction du surplomb par un mouvement dentaire différentiel qui établit une relation de classe 1 et tout en conservant la croissance mandibulaire. Il y a différentes approches, il y a différents dispositifs que l'on peut utiliser, les twin blocks, le Frankel et des dispositifs fixes. Mais ce qui est important surtout, c'est de choisir le bon appareil pour une occlusion spécifique. Je vous propose de voir quelques cas. Ce jeune homme souffrait de malocclusion de classe 2 avec une supraocclusion assez marquée et une rétrusion mandibulaire évidente. Et nous l'avons traité avec un appareil fonctionnel d'abord. Ici, vous voyez la classe 2 des deux côtés et l'encombrement qui est provoqué par le surplomb important, par la supraocclusion importante. Pardon. On a réussi à avancer un petit peu la mandibule. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé un Frankel qui s'utilise également pour modifier les parafonctions, modifier la position longuaire. Et on a obtenu ce résultat après l'utilisation du dispositif fonctionnel pendant la phase fonctionnelle de traitement. Et à partir de là, on a pu commencer à travailler avec une orthodontie par attache fixe. Et en l'occurrence, on a pu récupérer un bon profil. Mais quelle est l'astuce? L'astuce, c'est non seulement le traitement, mais c'est aussi la contention pour conserver le traitement, le résultat du traitement. On a pu assurer la stabilité de ce traitement en posant deux petites cales en composite sur la face palatine des incisives, car c'est ce qui a permis de conserver une bonne occlusion. Voilà le cas à la fin du traitement. Donc à la fin du traitement, avec superposition des tracés céphalométriques, et ensuite le même jeune homme, quelques années après, on voit que le résultat est totalement stable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à montrer. Je suis tout à fait d'accord avec cet article selon lequel aujourd'hui le domaine de l'orthodontie joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic et le traitement des troubles associés au sommeil chez les jeunes patients. Parce que moi, personnellement, je traite différents syndromes de l'apnée du sommeil chez les adultes. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà porté ce type de dispositif. Je peux vous dire que ce n'est pas agréable. Et le CPAP non plus, hein, ce n'est pas aussi agréable que ça. Ça peut quand même avoir un impact sur votre vie sociale. Et franchement, ce n'est pas super agréable de porter ça toutes les nuits pour dormir, ça fait du bruit. En particulier pour votre épouse ou votre époux, enfin votre conjoint. Un autre article qui
indique que la respiration et les troubles de la respiration pendant le sommeil peuvent être liés aux maladies cardiovasculaires, qui augmentent de 30 fois par rapport au cas contrôle, au cas témoin. On a un risque cardiovasculaire élevé, un risque d'hypertension artérielle systémique, et franchement, c'est pas agréable à porter chez les adultes. Et je vous propose maintenant de réfléchir à ce que l'on peut faire en tant qu'orthodontiste. Bon, c'est pas qu'une histoire de marché, hein. Ce n'est pas que pour ouvrir un nouveau marché. Je crois que là, il s'agit vraiment de nous comporter en professionnels de santé et qu'en orthodontiste pur et dur. C'était un article que j'ai publié moi-même en 2017 qui suggère, enfin les résultats de l'article suggèrent que les dispositifs oraux ont un rôle évident à jouer dans le traitement du ronflement et de l'apnée du sommeil. Mais que pouvons-nous faire pour les enfants en croissance? Quelqu'un a indiqué dans un article que l'on pourrait envisager une chirurgie d'avancée mandibulaire chez des enfants en croissance et que ça pourrait... Bon, moi, je ne sais pas ce que je ferai à mes enfants. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas autre chose, plutôt un traitement fonctionnel orthodontique? Et quelqu'un a dit qu'on ne connaît pas très bien le rôle de l'avancée mandibulaire, il n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'on fait quand on valide des traitements par endoscopie? Et l'avancement mandibulaire est en fait un outil de prédiction pour le succès du traitement lié à un dispositif intraoral. Donc, on sait que l'avancement mandibulaire, si ça fonctionne avec la chirurgie, ça fonctionnera aussi si on l'obtient autrement dans la vie normale, et en particulier aussi chez les patients en croissance. L'absence de preuve ne signifie pas pour autant que la preuve n'existe pas. Il faut qu'on travaille encore sur des patients pour les 15 ou 20 prochaines années. Mais qu'en est-il de ce jeune patient? Ce patient se présente au cabinet avec une malocclusion de classe 2, et la malocclusion de classe 2, dans ce cas, était tout d'abord due à la position des incisives centrales. En fait, il est venu consulter pour ça, pour des raisons esthétiques, tout simplement. Sauf que moi, je savais dès le début que son père souffrait d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil. Et du coup, je lui ai demandé s'il voulait bien, dans un premier temps, faire une expansion et ensuite une avancée mandibulaire. Et il était ravi parce que ça m'a permis d'aligner ses dents antérieures. Sauf qu'en fait, il ne se rendait pas vraiment compte de tout ce qu'on avait fait pour améliorer son schéma de croissance. Regardez, ici, les incisives, l'incisive là, elle bloque la mandibule. Et comme vous pouvez le voir avec cette radiographie, et de la même manière, les voies aériennes sont très étroites. Le CBCT nous donne une image tridimensionnelle très détaillée de la masse faciale antérieure. Cependant, il est très souvent utilisé pour l'évaluation des voies aériennes supérieures également, chez les patients adultes. Mais il ne devrait pas être un examen demandé de manière routinière pour ces individus ayant eu un diagnostic de syndrome de l'apnée du sommeil, avec une suspicion clinique, surtout lorsqu'il s'agit d'un patient en croissance. Et du coup, nous avons déjà tout un dossier sur le patient, et avec la téléradiographie, par exemple, on va facilement pouvoir poser le diagnostic d'une restriction des voies aériennes supérieures. Et voilà ici le papa de cet enfant, qui s'appelait Giovanni. Regardez, on dirait Giovanni 30 ans plus tard. Et la malocclusion, elle est totalement similaire. Et il a de la chance parce que l'avancée mandibulaire avec ce dispositif a bien fonctionné. Sinon, c'était la chirurgie. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, avec le fils, on a commencé par une expansion, ensuite un avancement mandibulaire, le tout avec des dispositifs fixes.
Et voilà le résultat final. On a parfaitement corrigé la malocclusion de classe 2 et on a obtenu une correction de la dimension transverse du palais. Évidemment, il est très heureux, on voit les répercussions au niveau du sourire, mais au-delà du sourire, on sait qu'on a fait bien plus qu'un traitement esthétique. Vous voyez ici les résultats sur la téléradiographie de profil. On a un axe parfait entre le bord de la mandibule et l'angle incisif. On a pu améliorer la situation aux deux arcades. Et c'est ça qui est important pour lui. Alors évidemment, c'est la correction du sourire, mais surtout la correction de la malocclusion de classe 2. Parce qu'il ne faut pas oublier que son motif de consultation initiale, c'était ses incisives. Il n'aimait pas le fait que quand il souriait, on voyait trop ses incisives. C'était ça le motif de consultation. C'est quand même beaucoup plus que ça au plan fonctionnel. Vous l'avez ici un certain nombre d'années plus tard, où on a un résultat stable. Under eye bags. Under eye bags. Et la disparition des cernes. L'occlusion au plan fonctionnel est parfaite. Vous allez voir ici un autre cas similaire au précédent, avec là encore une supra très significative et une rotation des deuxièmes molaires à l'arcade supérieure. Il va falloir faire une dérotation de ces deuxièmes molaires. On va commencer par cela et ensuite faire une avancée mandibulaire. Bien évidemment, nous utilisons une approche ici fonctionnelle, et après l'approche fonctionnelle, on passe au multi-attache. Chez ce petit patient, on se rend compte que l'on a une croissance très significative de la mandibule, assez peu de changements au niveau du maxillaire, c'est vraiment la mandibule qui a connu une très grande croissance, et ce faisant, on a aussi ouvert l'espace pour les voies aériennes. Donc vous avez ici le suivi de ce jeune patient, et donc le traitement orthodontique combiné à une approche fonctionnelle a permis d'obtenir ce résultat. Permettez-moi d'arriver à la conclusion de cette partie. Je trouve qu'il est très important de bien communiquer avec les patients. Il faut parfois rejouer sur les motifs émotionnels pour ensuite en venir au motif fonctionnel. Souvent, les patients consultent avec un motif émotionnel, de l'esthétique, une consultation pour le sourire. Mais nous, il faut surtout insister sur l'apport fonctionnel. En Italie, nous avons une approche différente dans le sens où il y a un remboursement de certains traitements, mais pas de tous. Les patients consultent souvent pour des motifs esthétiques, mais pour moi, ce qui compte évidemment, c'est le fonctionnel. Et c'est ce qui fait la différence de l'orthodontie de tout-venant, si vous voulez, de l'orthodontie avec une visée plus fonctionnelle. On n'est pas nécessairement en faveur d'une extraction, parce que les extractions sont souvent contre-intuitive lorsqu'on veut améliorer la forme de l'arcade. Et c'est vrai que je sais qu'en Corée, il y a un fort taux d'extraction. C'est beaucoup moins le cas en Italie et en Europe de manière générale. On est passé d'une époque où on extrayait chez 30% des patients. Maintenant, c'est à peine 3%. Tout simplement parce qu'il y a différentes options sur le marché permettant d'éviter les collisions de braquettes, permettant par le design du bracket. J'aime beaucoup notamment le design du Genius, et vous avez ici le véritable effet que l'on obtient avec ces braquettes. On arrive vraiment à changer la forme de l'arcade en appliquant néanmoins des forces très légères, en tirant parti de fils d'arc qui sont très souples et en utilisant des braquettes autoligaturants passifs. On utilise ces fils d'arc super élastiques, notamment chez des patients comme celui-ci. C'est un cas
très classique, si vous voulez, qui hier, on aurait traité, quand je dis hier, c'est il y a 30 ans, on aurait traité avec extraction. Mais vous voyez ici qu'après à peine quelques mois de traitement, on a obtenu ce résultat. Ici, 6 mois. 6 mois de multi-étages pour obtenir ce résultat. C'est aussi une approche que je qualifie d'écologique, dans le sens où on fait plus avec moins. Et c'est une approche que l'on essaie de mettre en œuvre avec les différents dispositifs à notre disposition. On change l'occlusion, on utilise le moins de matériel possible, on va utiliser différentes techniques, on va utiliser des approches partielles, segmentaires, et on va réussir, ce faisant, à avoir des temps de traitement qui peuvent être réduits. Donc on fait plus avec moins. On peut avoir des traitements hybrides. On peut par exemple faciliter l'intercuspidation en terminant un traitement avec des aligneurs, même si personnellement je n'aime pas beaucoup traiter par aligneur. Ici, notre patient avec un motif de consultation d'alignement dentaire. Ce patient, évidemment, ne sait pas que sa deuxième prémolaire est en rotation. Mais nous avons pour devoir de corriger, pas pour des aspects esthétiques, mais c'est le guide occlusal et ça va stabiliser son occlusion. Le patient aimerait être traité pendant 6 mois. En fait, il veut avoir terminé son traitement avant son anniversaire, donc il aimerait être traité en 6 mois. On commence avec une approche sur mini-vis, donc au micro-implant, comme l'a expliqué le docteur Moon. On parle de mini-vis. Et je suis tout à fait d'accord aussi, j'applique la même technique que le docteur Moon. Moi, j'ai commencé à utiliser des mini-vis il y a 22 ans et aussi j'utilise un dispositif le plus petit possible. Donc, on a commencé cette première étape de traitement qui a pour objectif de faire la dérotation molaire. Ensuite, on est passé au traitement par Genius. On est rapidement passé de la situation à la présentation à celle-ci, en élargissant la forme de l'arcade, en corrigeant la malocclusion, et on arrive ici à la fin avec un patient avec un très beau sourire, très satisfait du traitement. Et il faut qu'il apprenne à mieux se servir de la brosse à dents, mais en dehors de ça, tout va bien. Désolée d'ailleurs pour les photos qui sont de mauvaise qualité, mais c'était les photos de suivi. Avant de conclure, quelques mots. Nous sommes là bien sûr pour changer les sourires, mais nous avons aussi un devoir de réaliser un traitement médical, parce que c'est vraiment notre domaine d'expertise et ce que l'on aime faire. Grazie mille. Et avant de vous quitter, je vous montre une dernière photo de la ville où je travaille. Et c'est la raison pour laquelle je ne vis pas à New York.